Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti. Bonne semaine avec TNH. On a démarré semaine ça avec rappel, ambassadeur Nations Unies, ambassadeur Haïti, bon côté Nations Unies, professeur Denis Regis. On a bientôt parler tout de rappel Susan Page, qui est représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. Porte-parole de la présidence Lucien Jurat a souligné un entretien téléphonique chef l'État haïtien Jovenel Moïse avec Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies. Et pendant l'échange, je t'ai parlé de Haïti qui est boudé, dernière rencontre au niveau que tu as faite sous Colira par rapport à communiquer. Susan Page t'es signé, côté t'es salué, nomination juge sous dossier Petro-Caribéa, pendant que tu as attiré attention autorité sur nécessité pour que même exercice en fait sous dossier la voix à Gravina, gouvernement qui vraiment pas content. Tu es rappelé ambassadeur il a parlé avec M. Guterres. M. Guterres, selon Lucien Jurat, a souligné c'est ta position, Mme P, c'est pas ta engagé Nations Unies. Nous avons pour nous garder tout ça, que sa prochaine étape le tadouiller, est-ce que ça va créer tension entre Haïti et Nations Unies? Et puis l'autre point, et nous pas qu'à négliger, c'est le dossier Oxfam, puisque déjà il y a une disposition qui prend beaucoup côté ministère de planification pour camper ONG ça en attendant résultat enquête approfondie bon côté l'État haïtien. Pour nous parler de tout ça, on a reçu matin un spécialiste en droit international, le professeur James Boyard, qui pourra aider nous mieux comprendre le dossier ça puisqu'il est mieux placé pour ça. Professeur Boyard, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour Sergio, bonjour TNH. On démarre avec Oxfam. Et Oxfam, scandale sexuel, son journal britannique met là dehors. Et épinglé ancien responsable Oxfam pendant que tu as dirigé l'IT a gagné des rapports avec des mineurs et tu as semblé c'est à l'agent institution tu apprend pour gérer le dossier ça. Comment vous comprendre une question? Est-ce que réaction autorité nous répondre avec ça et dossier ATI, professeur Bouillard? Et réaction en termes du fait que le ministre de la planification et de la coopération externe, le ministre haïtien, a dû fermer ou du moins se mettre un terme aux travaux, aux actions de l'Oxfam en Haïti. Absolument, provisoire. Non, même si c'est provisoire, on pensait que c'est aller au-delà de ça que le gouvernement était supposé faire. Et par rapport à ce que Oxfam représentait à travers le monde et à travers l'effort que Oxfam a entrepris en Haïti, et ceci depuis le lendemain du séisme du 12 janvier 2010, parce qu'il faut nous rappeler que Oxfam, c'est peut-être l'une des organisations intergouvernementales qui a eu à intervenir auprès de plus de 1,2 million de sans-abri, 1,2 million de victimes. Et ceci notamment à travers des programmes de santé publique et à travers des programmes de sécurité alimentaire, etc. Donc, ce qui fait pour ce que Oxfam représentait, je pensais que, en raison des déficits de l'État haïtien dans certains domaines, n'a toujours besoin, malheureusement, jusqu'à un certain temps, de l'intervention de certaines grandes ONG. Ceci dit, le gouvernement supposé prendre des mesures de contrôle et des mesures de contrainte par rapport à la présence des ONG étrangères en Haïti. Malheureusement, l'incident qui arrivait qui impliquait justement le personnel de l'Oxfam dans ce cas de prostitution fait valoir que le gouvernement haïtien est déficitaire à deux niveaux. D'abord, au niveau de, si nous sommes capables de dire, à l'origine, en amont, il n'y a pas eu de contrôle sur la présence des ONG, il n'y a pas eu de contrôle sur les activités des ONG en Haïti. Pour qui ça? Parce que nous avons législation, la législation haïtienne prévoit cette mesure de contrôle qui sera assurée par l'unité de coordination des ONG qui s'est transformée en direction, je suppose, en direction de coordination des ONG au sein du ministère de la Planification. Mais malheureusement, direction n'existait que de nom. Pour qui ça? Parce que ONG, surtout ONG étrangères, ils ont établi en Haïti le plus souvent sans pas respecter les procédures d'établissement liées à la législation haïtienne. De plus, ils ont pour obligation pour fournir à l'État haïtien, à travers le ministère de la Planification, un bilan sur leurs opérations, sur les travaux réalisés en Haïti. La plupart des ONG n'ont pas fait ça.
Et parmi les rares ONG qui ont accepté et justement communiquer bilan ça, on connaît que il y a une ONG qui fait des trafics de bilan, en fait, qui fait des trafics de rapports de bilan. C'est-à-dire que ils reçoivent comme là de la part de donateurs étrangers, ils dépensent comme là, ils détournent l'argent, ils n'ont pas fait travail là, mais ils prennent un rapport de bilan qu'on l'autre ONG fait, dans zone par exemple la Tibonite ou dans le sud, et puis ils mettent en tête par eux et puis ils fournissent pour ça comme leur rapport de bilan d'activité. Si tu as une mesure de contrôle ça sur les actions des ONG, eh bien, tout est fait ça pas ta produit. Donc, je pense que, comme on dit, le ministère de la Planification, le gouvernement haïtien en général a péché. Et ce n'est pas seulement le ministère de la Planification, parce que des fois, je connais les cadres et les responsables de l'unité de coordination qui se plaignent le plus souvent d'avoir été court-circuités par des hautes autorités de l'État dans leur responsabilité de contrôler l'action des ONG. Pour qui ça? Parce que les ONG, ils préfèrent rencontrer une série de grands potentats dans l'État pour court-circuiter les procédures du ministère de la Planification. Des fois, c'est des parlementaires, des fois, c'est des ministres, des fois, c'est des membres du cabinet du président qui, c'est des proches de certaines ONG et qui permettent à ces ONG de justement d'aller au-delà de leurs obligations sur le territoire haïtien. Je pense que c'est à l'un niveau ça que le gouvernement haïtien doit intervenir pour mettre de l'ordre justement dans les mesures de contrôle sur les ONG. Aujourd'hui, c'est en amont pour le gouvernement intervenir. En amont, d'accord, pour intervenir en aval, parce qu'il y a eu un incident qui porte atteinte à l'image d'Haïti encore une fois. C'est normal que le gouvernement entreprenne des mesures de rétorsion ou des mesures de répression de cet incident. Parce qu'on ne peut pas donner l'image que Haïti soit un territoire de tourisme sexuel. C'est vrai qu'on fait de la promotion du tourisme, que Haïti soit un itinéraire touristique, mais Haïti ne peut pas être un itinéraire de tourisme sexuel. Donc il y a des mesures à prendre. Et là, le gouvernement n'a pas bien choix, vu l'opinion publique internationale, parce que je peux parler de sacrifier avec Oxfam en Haïti. Alors, je crois que les décisions sont proportionnelles. Justement, où est le déficit de contrôle là? Parce qu'on a un incident qui est passé depuis 2011 et que ce n'est que maintenant que le gouvernement haïtien a été informé d'un incident pareil. Donc, c'est à l'origine, justement, autorité qui est placée pour contrôler l'action des ONG, travail là pas de fait, qui fait que le gouvernement haïtien pas privé au courant. Et puis, apparemment, il y a des informations qui font croire que la présence de l'Oxfam a cessé depuis quelques années en Haïti. Donc, ce qui fait que, pour une mesure pareille, pour supprimer, pour mettre un terme à la présence de l'Oxfam, alors que l'Oxfam n'est plus présent en Haïti, donc c'est dire qu'il y a un déficit d'information au niveau du gouvernement. Donc, ça, selon vous, ça que tu as fait pour éviter de pareilles situations, de pareils cas? C'est justement renforcer mes mesures de contrôle là. Mais simplement que, je pensais que le fait que Haïti soit devenu un territoire d'ONG, nous pas qu'à quitter ces question contrôle ça, il est assuré uniquement par le ministère de la Planification. Il n'est pas capable pour assumer responsabilité ça. Il faut nous avoir une procédure, un mécanisme qui implique plusieurs ministères ou plusieurs entités de l'État. Le ministère de la Planification, certes, mais également le ministère de l'Intérieur, la police nationale, le ministère des Affaires sociales. C'est autant de ministères qui sont capables d'impliquer en mesure de contrôle là. Pour qui ça? Parce que là, nous avons des ONG. Et moi, je parle en connaissance de cause des faits qui existent et qui ont existé. Là, nous avons une série d'ONG qui est intervenue en Haïti. Le plus souvent, ils ont établi sans ne pas respecter la législation du Code du travail. Alors que le Code du travail haïtien fait des obligations non seulement à des ONG, mais à toute institution étrangère s'établissant en Haïti. Parmi lesquelles, il y a un quota de personnel haïtien ou supposé gagner au sein de l'ONG, au sein de l'institution, au sein de l'entreprise étrangère qui s'établit en Haïti. Quota, ça n'a pas respecté. Parce que la majorité des cas, on voit que c'est petit emploi de chauffeurs, de petits personnels que y a haïtiens, alors que même dans la direction de l'ONG étrangère, il y a un quota de personnel haïtien à respecter.
Ce quota n'est pas respecté. Même en matière de salaire, de masse salariale, eh bien, un niveau de salaire en général qui supposé rester pour le personnel haïtien. Tout ça pas respecté, mais qu'est-ce qu'il faut faire respecter? Il faut contrôler l'ONG pour capable assurer que l'ensemble de ces mesures sont respectées. Pourquoi l'implication du ministère de l'Intérieur? Il y a des ONG qui se sont établies en Haïti avec des personnels expatriés. Pourtant, le personnel expatrié n'a pas respecté la législation haïtienne en matière d'immigration pour gagner un permis de séjour. Pour gagner un permis de séjour. La plupart fonctionnent sans permis de séjour de manière illégale en Haïti. Mais il faut nous faire en sorte que Haïti soit contrôlé, c'est-à-dire le territoire haïtien soit contrôlé, ne soit pas ouvert à n'importe quelle activité. Sans oublier qu'il y a le risque également que certaines ONG, organisations non gouvernementales, se transforment en des OAG, c'est-à-dire en des organisations anti-gouvernementales. C'est des choses qui arrivent parce que, oui, évidemment, et ça, c'est déjà arrivé. Écoutez, des puissances étrangères ont pu s'ingérer en Haïti dans des questions politiques et même dans des questions en matière de défense des droits de l'homme et de manière indirecte à travers l'action des ONG. Parce que si une puissance étrangère, la puissance étrangère, si elle souhaite préserver de bonnes relations avec des autorités haïtiennes, les autorités qui sont au pouvoir, eh bien, elles vont se cacher derrière des ONG pour exiger à l'État haïtien de s'engager dans telle ou dans telle direction non conforme aux intérêts de l'État haïtien. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on dit lorsqu'on parle de société écran. C'est-à-dire que ces ONG sont transformées en sociétés d'écran et au profit de certaines puissances étrangères, notamment les États-Unis, la France, etc. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Et si nous connaissons qu'il y a des enjeux géostratégiques, des enjeux géopolitiques en Haïti, eh bien, le plus souvent, certaines ONG font le jeu justement des puissances étrangères contre les intérêts nationaux. Mais là, ça arrive, la situation est plus compliquée pour l'autorité gouvernementale, pour contrôle soit pas là pour arriver à mettre le vrai. C'est aux autorités de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que assez souvent, j'entends les Haïtiens dire, mais est-ce que le gouvernement a les moyens de sa politique? Moi, je dis toujours qu'un gouvernement aura toujours les moyens de sa politique. Ce qui fait défaut, c'est la volonté et le courage de ce gouvernement. À chaque fois qu'on a un gouvernement qui a à la fois le courage et la volonté, et également qui est conscient de sa responsabilité ou de ses responsabilités, ce gouvernement trouvera toujours les moyens pour faire valoir les intérêts nationaux. Parce que ce qui compte pour un gouvernement, c'est de préserver d'abord les intérêts nationaux, quoi qu'il en coûte. Maintenant, après la décision du gouvernement, et Oxfam qui quand même souhaité que il était dans l'autre dimension, et qui est sa prochaine étape pour t'adouer, M. Bouillard? Je pense que va rentrer dans une période de négociation avec Oxfam, et je pense que moi, je suis pour un retrait de cette décision. Parce que je suis pour un retrait. Pourquoi? Parce que déjà. On n'a pas de législation mineure, pas d'effet sexuel. Non, c'est ça. Non, je suis clair là-dessus. On doit réprimer ce fait. On doit réprimer ce fait. Et Oxfam péché dans le sens que Oxfam n'a pas informé le gouvernement haïtien de l'existence de ces faits. Et en plus, Oxfam a péché dans le sens que ce personnel qui a été licencié par Oxfam, eh bien, a pu être embauché, employé à la tête d'une autre ONG, Action contre la faim, et en Bangladesh, de 2012 à 2014. Donc, il y a un manque de transparence dans la gouvernance des ONG en général. Cependant, il faut que mesures de contrainte n'a pas adopté, c'est des mesures de contrainte pragmatiques. Parce que l'État haïtien, malheureusement, a un déficit de prise en charge de certains secteurs de développement. Et malheureusement, ce sont ces ONG qui, dans le meilleur des cas, représentent la complémentarité de l'État dans certaines régions. Même si les résultats aussi, ça a à tout. Mais
Et en parlant de travail ONG. Oui, même lorsque nous sommes capables de remettre en cause justement l'impact des résultats et de ces ONG. Mais remettez en cause l'impact des résultats ou l'efficacité des ONG. Mais c'est en raison du manque de contrôle également. Parce que si pas de contrôle, ou pas ONG n'a pas jamais accepté faire mieux. Parce que les ONG $100, ils prennent $70 ou bien $60 là-dedans, ils détournent et à travers le paiement d'un ensemble de frais ou de primes. Primes de risque, primes d'expatriement, primes de logement, primes de déplacement. C'est-à-dire, c'est fait à dessein pour enrichir le personnel expatrié. Donc, il faut ce contrôle pour savoir que nous te recevons $100 et qui partie que nous investissons dans le projet de développement et à partir de cet argent. Donc, il faut ce contrôle exercé par l'État du territoire, par l'État haïtien. Vous avez dit que mesure trop fort? Oui, mesure trop fort pour ça. Parce que on rentre dans la logique. Parce que c'est un fait. Il n'y a pas que Oxfam ou encore le personnel de Oxfam qui soit impliqué dans ces faits. Ce sont des faits qui sont connus et qui ne sont pas étrangers à beaucoup d'ONG. Donc, ce qui fait que l'État haïtien avait également pour devoir de faire les enquêtes concernant non seulement le personnel d'Oxfam, mais également le personnel d'un ensemble d'ONG. Et m'assurer qu'il y a bien des informations qui font comprendre que il y a l'autre ONG ou l'autre personnel ONG qui est impliqué dans ça. Moi-même, je me dis que le gouvernement haïtien, à travers cette mesure, est allé trop loin parce que c'est vrai que Oxfam a une responsabilité, notamment civile dans la question, responsabilité morale dans la question, mais le personnel de l'Oxfam qui a été impliqué dans ce fait, eh bien, apporte également atteinte à l'image de Oxfam. Donc, il faut nous séparer personnel Oxfam de l'organisation en soi, qui reste une organisation de moralité et connue. Professeur, l'organisation de Kembe Paola, pas de parler pendant que vous êtes connu, il y aurait un licencié directeur de travail au dit à Bangladesh. Mais bon côté par eux, on prend des mesures de rétorsion contre leur personnel. Oui. Ils n'ont pas jugé bon de communiquer l'information aux autorités haïtiennes, certainement. Mais c'est le propre de la plupart des ONG, ce déficit de transparence dans la gestion interne des ONG. Mais il faut regarder tout le monde à la sortie dehors, il y a pile de personnalités internationales qui est ambassadeur de bonne volonté Oxfam, par exemple, Mountakou Desmond Tutu, qui rapidement coupe les liens avec Oxfam. Je veux dire à tout le dynamique dans le monde pour que condamner, réprimer pratique ça. Et c'est ça, est-ce que le gouvernement même a un choix? Oui, mais c'est le bon cible qu'il faut viser. Le bon cible. Moi, je dis que Oxfam a une responsabilité, certainement, ce qui fait que il faut renégocier le statut Oxfam en Haïti. Ça aurait dû être ça, la réaction du gouvernement. Profiter pour non seulement renégocier le statut de Oxfam en Haïti, pour exiger davantage de Oxfam, davantage de transparence et davantage d'engagement, d'accord? Mais renégocier le statut de toutes les ONG étrangères en Haïti. Parce qu'à chaque fois, admettons que si nous avons 10 ONG étrangères à la taille de Oxfam, après enquête gouvernement, nous avons tous les 10 des personnels qui sont impliqués dans ça. Est-ce que nous sommes capables de battre le luxe pour demander toutes 10 ONG les CPIA? Non. Et si on les CPIA, les 10 prochaines ONG qui vont venir, on va tomber dans la même situation. Donc ce qui fait, à la base, il y a un effort que le gouvernement haïtien doit faire. D'accord? C'est que s'il ne pas fait travail ça, on a toujours des cas côté que des catégories sociales haïtiennes qui, en raison de situations de pauvreté, sont exposées à ces genres de pratiques. Bon, on va rappeler tous ces mesures provisoires jusqu'à ce qu'il y ait une enquête qui dit qui ça va arrêter exactement. Et le ministère de souligner, le dirigeant en enquête. D'ici 2 mois, tu as deux météos d'accord sur ensemble de l'autre étape qui doit franchir. Oui, évidemment, moi je pense que nous avons assez de temps, le gouvernement a assez de temps devant pour les prendre les bonnes décisions. Parce que non seulement que l'information, finalement, il a révélé que c'est vrai, d'accord? Même souhaiter que le gouvernement élargisse. Tout fait aveu. Oui, oui, tout à fait. Mais vous souhaitez que le gouvernement élargisse l'enquête là, pas seulement à ça, mais à toutes les ONG étrangères.
Parce qu'il faut que les ONG étrangères ressentent le poids de l'État, la présence de l'État, le contrôle de l'État. Sinon, le pays n'a pas jamais de respect. Parfait. Alors, nous allons faire... On a parlé de questions prostitution, certainement, mais il y a d'autres faits dans lesquels sont impliqués des personnels expatriés d'ONG. Par exemple, écoutez, c'est paradoxal, bon, c'est pas paradoxal, mais c'est assez inquiétant pour eux que à chaque fois que le personnel expatrié d'ONG est en progression en Haïti, et puis statistique, bon côté institution, force de sécurité, bon augmentation de la consommation ou du trafic de la marijuana. Ah bon? Ah oui? Ah oui? Donc, il faut nous prendre bagage là dans son ensemble. C'est-à-dire que ces personnels expatriés, certains, malheureusement, on ne peut pas généraliser à tout le monde, mais certains profitent de ce déficit de contrôle de l'État haïtien pour s'impliquer dans n'importe quelle pratique. Hein. Et puis, tout regarder les résultats, par exemple, on zone de Far West, on zone qui a pris le président ONG, mais la situation de pauvreté, pas plus améliorée que ça. C'est ça. C'est ça. Parce que si on pas exigé ONG, si on pas fait une évaluation de la performance, une évaluation de l'efficacité des réalisations de l'ONG, eh bien. On va faire transition, parce qu'on va parler de Nations Unies où elle est là, et un table de différence pour nous regarder, qui suivre là, entre ONG et OI, Organisation non gouvernementale et Organisation internationale, pour nous faire transition vers les Nations Unies. Oui, différence est énorme. Quoique un pays haïtien qui n'a pas établi différence, surtout là, on a parlé d'ONG internationale, d'organisation non gouvernementale internationale. Mais pour nous aller, plus simple, on a limité différence à deux niveaux. Deux grandes différences. D'abord, une organisation non gouvernementale se différencie d'une OI, d'une organisation internationale, du fait que cette ONG est créée par un acte de droit interne. Alors que l'OI, l'organisation internationale, est créée par un acte de droit international. L'acte de droit international créé en l'OI peut porter n'importe quel nom, traité, charte, tel que dans le cas des Nations Unies, pacte, tel que dans le cas de l'OEA, mais c'est un acte de droit international, c'est un accord adopté par des gouvernements. Alors que dans le cas d'une ONG étrangère, c'est un acte de droit interne. C'est la loi de l'État qui donne sa nationalité à l'ONG, qui crée l'ONG. C'est pour cela que chaque ONG a une nationalité. L'ONG Oxfam, britannique. L'ONG Médecins sans frontières, français. Médecins du monde, français. Vous voyez? Et Transparency International, je ne sais pas si c'est britannique ou si c'est américain. Mais chaque ONG a une nationalité. C'est pour cela que nous avons également des ONG haïtiennes qui, peut-être dans le temps, pourraient avoir également et pourraient intervenir dans d'autres territoires étrangers. Deuxième différence, c'est que une organisation internationale est créée par un ensemble de gouvernements, par plusieurs gouvernements. Mais une ONG est créée par des particuliers. Ce qui fait que l'ONG reste pas une entreprise, mais une institution privée. Une institution privée étrangère pour une ONG étrangère, mais ce n'est pas une institution publique. Parfait. D'accord? Donc, le personnel de l'ONG impliqué dans des pratiques d'abus sexuels en Haïti ne peut pas faire l'objet, ne peut pas bénéficier de l'immunité diplomatique. OK. On a les Nations Unies et on communique avec Soti, Mme Pejtien, représentante spéciale secrétaire général des Nations Unies, les saluts nomination juge sur le dossier Petro-Caribéa. Est-ce que les Nations Unies, dans bon droit, pour le cadre de communiquer ça, qui rend public, qui quand même déranger le gouvernement et nous avons toute réaction venue après. Du point de vue strict du droit international, oui, et la MINUJUST est habilitée à prendre ces genres de communiqués. Du point de vue strict du droit, parce que si n'a le mandat de la MINUJUST à travers la résolution 2350, à travers les paragraphes 3, 5, eh bien, la MINUJUST est placée pour renforcer l'état de droit. Et elle n'a pas parlé de l'état de droit, nous avons deux aspects, nous avons la primauté, promouvoir la primauté du droit sur la force, et par rapport à des cas d'abus, hein, il faut préserver la justice, mais également la lutte contre la corruption. Mais également le paragraphe 7 également donne cette possibilité à la MINUJUST d'intervenir dans les débats entre les secteurs haïtiens en termes de bon office. On parle du paragraphe 7. On peut regarder là, on ne peut pas forcément initier.
de qui soit parlé. Oui, mais paragraphe 7 là, on connaît que Haïti, il y a une perception de Haïti que la société haïtienne est polarisée en plusieurs secteurs qui se battent entre eux. Donc, yo mettez paragraphe 7 là, côté yo bay juste un droit pour l'intervenu, pour le prêter assistance à titre de bon office. Alors, c'est plus au pluriel. Il dit les bons offices, offrir ces bons offices et au secteur haïtien, c'est-à-dire pour participer, pour permettre au secteur haïtien de dialoguer. C'est-à-dire que si le dossier Petro-Caribé a polarisé la société haïtienne, il y a des conflits dans ce sens, eh bien, la MINUJUST pourrait intervenir dans ce sens en offrant ses bons offices. Dans un sens ou dans un autre. Est-ce que ça veut dire chapitre 7 là, bah, MINUJUST en pouvoir, oui, sans oublier que justement la résolution 2350 a été adoptée sous l'égide du chapitre 7. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un pouvoir pour le faire salver, pour l'entrer dans toute salver? Alors, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on parle du chapitre 7, le chapitre 7 donne, on ne peut pas dire plein pouvoir, parce que la question de maintien de paix et de sécurité internationale a également des limites. D'accord? Mais le chapitre 7 donne un pouvoir d'action très large aux organismes des Nations Unies, aux missions de maintien de paix. Parce qu'à chaque fois que mission de paix a été créée sous l'égide du chapitre 7, ça même a un pouvoir d'action et un pouvoir de contrainte à la fois non militaire et militaire. Maintenant, MINUJUST, c'est sous chapitre 7. Sous chapitre 7. Pour qui ça, MINUJUST est obligé de faire ça? Mais justement, moi, j'ai fait mon plaidoyer à l'époque contre le chapitre 7, d'ailleurs contre la présence, le renouvellement et la transformation de la MINUST en MINUJUST, déjà. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas favorable à ce qu'une nouvelle organisation, une nouvelle mission prenne le relais de la MINUST. Mais dans le pire des cas, j'ai fait également j'ai plaidé également en faveur du chapitre 6. Si on devait avoir une nouvelle mission, que cette mission soit régie par le chapitre 6 et non le chapitre 7. Ce chapitre 6, ça dit. Mais le chapitre 6 là ne donne que des pouvoirs d'action en termes de coopération. C'est-à-dire les deux parties seront égales, l'État haïtien et la mission étrangère. La mission étrangère ne pourrait pas s'ingérer dans n'importe quel domaine d'action du gouvernement haïtien. Dans le cas ça, il pas capable font communiquer comme ça sorti. Oui, dans le cas ça, il pas capable de faire parce que ça allait porter atteinte justement à la compétence, ça allait violer la compétence de la MINUJUST. Est-ce que l'on communique comme ça sorti, Madame Page, il y a pour obligation et contacter les responsables de plus haut niveau des Nations Unies avant le sortir? Moi, je pense que ça aurait dû être fait. Ça aurait dû être fait. C'est pour cela que dans un dialogue que j'avais avec sur la question que j'avais déjà avant de venir ici, moi j'ai dû expliquer qu'il est possible effectivement que la représentante de la MINUJUST n'avait pas informé les Nations Unies et que ce communiqué ne témoigne pas l'avis ou encore l'opinion des Nations Unies. Parce que, avec les informations données par le porte-parole de la présidence, eh bien, ça a montré que vous avez raison dans ce sens. Mais est-ce que c'est normal et il a l'attitude ça? C'est pas normal, mais c'est des choses qui arrivent dans les missions de maintien de paix et dans les missions des Nations Unies. Parce que lorsque une résolution du Conseil de sécurité crée une mission de maintien de paix, une mission de paix, soit en termes de mission de stabilisation ou encore de mission de type offensive, eh bien, il y a toujours le risque que cette mission, une fois déployée sur le terrain, soit détournée à d'autres fins. C'est déjà arrivé dans l'histoire récente, par exemple, les opérations, l'intervention des forces de l'OTAN, par exemple, en Libye, l'intervention de la mission de paix des Nations Unies dirigée par la France en Côte d'Ivoire en 2011, et également l'intervention de l'OTAN en Serbie. D'accord? C'est déjà arrivé, oui, c'est des cas qui arrivent. Et les cas ça arrivé, qui réaction secrétaire général de la Nations Unies, par exemple, on gagne? Ah, mais ça dépend. Si justement ces détournements ont donné lieu à des méfaits
contre le territoire ou contre les intérêts de l'État et que l'État du territoire s'engage à faire valoir et ça part devant les Nations Unies, eh bien, les Nations Unies, le plus souvent, réagissent de manière à sanctionner ses représentants. Ses représentants à rétablir la situation. D'accord, mais le plus souvent on tombe sur des États qui laissent passer. Pourquoi ces États laissent passer? Parce que le plus souvent, ces genres de détournement profitent à un secteur de l'État du territoire. Okay. Et ce secteur, malheureusement, c'est ce secteur qui est au pouvoir ou qui est retourné au pouvoir. Parfait. Là maintenant, aux réactions du côté gouvernement haïtien, dans le premier temps, il faut communiquer qui dénoncer ça et communiquer et Minijust là. Après ça, on rappelé l'ambassadeur Denis Régis. Oui, pour ma part, moi je pense que c'était une attitude correcte de la part du gouvernement. Parce que la question à savoir, c'est de dire que la Minijust est couverte par les paragraphes 3, 6 et 7 que je viens de citer. Seulement si la Minijust a des informations faisant croire qu'il y a eu de cas de malversation, de mauvaise gestion des fonds de Petro-Caribé. Mais si le gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de parler de malversation, mais ce communiqué porte atteinte non seulement à l'image du gouvernement, mais à l'image du pays. Donc le gouvernement a également une responsabilité en ce sens de réagir. C'est la Minijust en bon doual. Oui, la bon doual, si la Minijust a des informations authentiques faisant croire qu'il y a eu des cas de malversation, parce que le Minijust a également le mandat de promouvoir la lutte contre la corruption. Mais si ces informations sont fausses, donc le gouvernement a le devoir de se défendre. Et en se défendant, le gouvernement défend également l'image du pays. Mais le gouvernement a parlé de l'ingérence, c'est le cas? Oui, on a parlé de l'ingérence seulement si les informations sont fausses sur les cas de malversation, de mauvaise gestion des fonds. Dans ce cas-là, c'est une ingérence. C'est même un détournement du mandat de la Minijust. Ce n'est même pas une ingérence, ça va plus loin que de l'ingérence. Il a même parlé de position partisane de la Minijust. Oui, mais c'est le cas. Si toutefois, il n'y a pas lieu de parler de malversation, alors qu'il y a un secteur haïtien qui s'oppose au gouvernement, qui parle de malversation et que ce communiqué profite à ce secteur. Donc c'est le cas de parler de manque de partialité. Est-ce que des marchés étaient doués pour Minijust rencontrer le gouvernement avant de communiquer comme ça? Vous pensez que c'est ça qui peut être fait? Vous pensez que c'est ça qui peut être fait? Mais la Minijust n'est pas obligée de le faire si la Minijust estime que ces informations sont authentiques sur les cas de mauvaise gestion. Et rappel ambassadeur nous que nous faire. Oui, mais moi je trouve, du côté du gouvernement, dans ce cas-là, je trouve que c'est une décision raisonnable, correcte et raisonnable. Il n'y a pas de rappel consultatif, rappel pour consultation. Pour consultation. Ça veut dire qu'il y a une autre forme de rappel. Oui, il y a, en gros, il y a 3 catégories de rappels d'ambassadeurs. Il y a un rappel pour consultation, c'est-à-dire que le gouvernement a besoin de nouvelles informations, il rappelle son ambassadeur de manière à pouvoir avoir ces informations de la bouche de son ambassadeur. Il peut rappeler également son ambassadeur pour transférer l'ambassadeur à un autre poste dans les services extérieurs ou à un autre poste dans la chancellerie même, dans les services internes, ou encore il rappelle son ambassadeur de manière définitive. Dans le cas ça, on parlait de pour consultation. Mais la consultation peut se transformer en rappel définitif. Quoi qu'il en soit, je crois que de toute manière, dans la pratique diplomatique, il y a une période de temps limitée pour qu'un ambassadeur d'un pays ait la fonction de représentation de ce pays à l'étranger. Et je pense que le nombre d'années entre 3 et 4 ans est largement dépassé par notre ambassadeur auprès des Nations Unies. Mais d'accord, ça va toujours vérifier pour Haïti, parce que l'ambassadeur dans le pays fait plus que ça. Oui, mais ce n'est pas une bonne pratique. Moi, je n'ai pas encore. C'est une réalité. Malheureusement, c'est une réalité, mais elle n'a pas eu de réforme de la diplomatie haïtienne. C'est également l'un des points qui doit concerner la réforme. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore des informations
qui concerne Haïti dans le cas que je vais dire, dans l'exemple que je vais prendre, mais je connais des pays, par exemple la Côte d'Ivoire, et même pas le Rwanda, mais c'est l'autre, le Sénégal par exemple, et plusieurs pays africains imaginons, c'est le gouvernement du Canada a dû demander personnellement à la chancellerie de ces pays de remplacer leur ambassadeur parce que au-delà de 6 ans, 10 ans, ce n'est pas possible qu'un ambassadeur étranger reste encore en poste. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur qui reste en poste au-delà de 3 ans, au-delà de 4 ans, il a eu le temps de développer des intérêts particuliers, des intérêts privés sur le territoire de l'État de représentation. Au lieu de représenter son pays, les intérêts de son pays, il représente ses propres intérêts. Donc il profite justement de son immunité, il profite des bénéfices justement de la valise diplomatique pour trafiquer n'importe quoi, pour faire du commerce. Donc le gouvernement canadien par exemple, le gouvernement français ne serait jamais d'accord. Parfait. Là maintenant, il y a des dispositions que les Nations Unies prennent tout, puisque nous avons des porte-parole présidentiels qui soulignent Mme Page, il rappelle le tout. Est-ce que c'est pour consultation dans le cas tout? Bon, moi, pas d'information si c'est pour consultation, mais si c'est possible que c'est pour consultation. Mais pas oublier que tout rappel pour consultation peut se transformer en un rappel définitif. Bon, de toute manière, pour mettre un terme à l'incident entre le gouvernement haïtien et la MINUJUST, pas seulement l'incident entre le gouvernement haïtien et les Nations Unies, je pense que les Nations Unies ont intérêt à rappeler définitivement son ambassadeur. Ah bon? Oui, de toute manière, écoutez, lorsque l'ONU a une représentante sur le territoire d'un pays membre, la représentante a un mandat, doit réaliser un ensemble d'actions. Mais pour réaliser ces actions, cette mission doit développer des rapports étroits avec des membres du gouvernement. Moi, je vois mal si le gouvernement haïtien reste cohérent dans son action, je vois mal le gouvernement accepter de rencontrer la représentante quelques mois après, c'est-à-dire après la fin de cette histoire-là. Et le gouvernement haïtien peut passer des instructions à ses ministres, à ses directeurs généraux, à ses secrétaires d'État et même peut solliciter le Parlement haïtien pour ne plus rencontrer la représentante de la MINUJUST. Donc ce ne serait pas une bonne chose pour les Nations Unies. Donc les Nations Unies ont le devoir de préserver ces bonnes relations avec le gouvernement haïtien en rappelant son ambassadeur, en nommant un nouvel représentant de la MINUJUST. De toute manière, le mandat de la MINUJUST pour les 6 premiers mois, le mandat va prendre fin en avril 2018. Bientôt? Donc, oui, bientôt. Peut-être que les Nations Unies vont attendre 2 mois avant de faire le nécessaire, mais les Nations Unies sont obligées de changer de représentant de toute manière. Au cas où il pas changer? Mais sauf que, non, connaissant les Nations Unies, ils seront dans l'obligation de le faire. Parce que les Nations Unies ne vont pas réagir de la même manière qu'un État étranger aurait pu réagir. Les Nations Unies ne vont pas réagir par réciprocité. D'accord? Parce que les Nations Unies vont essayer d'aller au-delà de ça, de planer au-delà de ces histoires-là. C'est une chose. Mais ce qu'il convient de dire aussi, c'est de dire que si le gouvernement haïtien est cohérent dans ses actions, dans ses revendications, puisque je vous disais que la MINUJUST a pu réagir, a pu prendre ce communiqué parce que la MINUJUST est couverte par le chapitre 7, eh bien, puisqu'on va devoir renouveler le mandat de la MINUJUST, autant faire des démarches diplomatiques de manière à ce que ce mandat soit renouvelé sous l'égide du chapitre 6 et non plus sous l'égide du chapitre 7. C'est à ce moment qu'on va voir est-ce que le gouvernement était cohérent dans ses revendications. Maintenant, ça arrive tout, il y a un obstacle de côté notre pays même, Nations Unies, pour MINUJUST. Là, je pense qu'il y a des leviers que le gouvernement haïtien pourrait utiliser. Comme? Par exemple, le levier auprès de la Chine, le levier auprès de la Russie. Il n'y a pas que les États occidentaux à être membres du Conseil de sécurité. Il faut l'aval, il faut un vote affirmatif de tous les États membres, de tous les États disposant de droits de veto au sein du Conseil de sécurité. Est-ce que ça? Pardon? La fort comme ça, consulter la Russie, la Chine? Moi, je pense que, écoute, on est
dans des rapports entre États. Il y a des négociations à faire. Hein, parce que si la Chine peut exiger certaines choses, si on est prêt à accorder à la Chine, parce que moi je crois que si le gouvernement haïtien souhaite donner une nouvelle orientation à la diplomatie haïtienne, moi je suis d'accord. Moi j'avais formulé des propositions sur la question et j'ai même communiqué un travail sur la question au ministre des Affaires étrangères sur la réforme de la diplomatie haïtienne et même pas sur la réforme de la diplomatie haïtienne uniquement, mais sur la réforme de la politique étrangère haïtienne. Maintenant, si on veut parler de réforme structurelle de la diplomatie haïtienne, de manière à permettre à ce que Haïti joue un rôle, un autre rôle, un grand rôle sur la scène internationale, eh bien, Haïti a le devoir de se faire des alliés parmi les grands. Et si Haïti doit faire des alliés parmi les grands, eh bien, Haïti doit, je ne sais pas, Haïti doit changer, doit modifier ses rapports avec Taïwan en faveur de la Chine communiste. Pourquoi on refuse de le dire? Pourquoi on refuse de le dire? Si on est cohérent dans ce discours-là qu'on veut adresser au peuple haïtien, qu'on veut adresser au monde, que Haïti doit jouer le rôle qui lui revient sur la scène internationale, mais on est obligé d'avoir des alliés, de grands alliés. Donc, au lieu de se cacher et de se limiter à la diplomatie du dollar avec Taïwan, eh bien, et même lorsqu'on parle de diplomatie du dollar, lorsqu'on évoque Taïwan, c'est même pas une diplomatie de dollar limitée. Parce que sur chaque 10 milliardaires de la Chine communiste, il n'y a qu'un milliardaire taïwanais. Donc Haïti a autant à gagner avec la Chine communiste en termes financiers qu'avec Taïwan, a plus à gagner avec la Chine communiste. Maintenant, pour les Nations Unies, il y a un entretien téléphonique que le président a eu avec le secrétaire général, là, M. Guterres. Est-ce que ça veut dire attention, t'as qu'à exister entre Nations Unies et Haïti? Définitivement, oui. Oui, parce que les deux chefs, en fait, les deux responsables, le président haïtien et le secrétaire général des Nations Unies, ils ont dialogué, ils se sont mis d'accord, oui, à ce niveau, pour ma part, il n'y a plus d'incident. L'incident est clos? L'incident est clos. Donc, les deux doivent repartir sur de nouvelles bases. Est-ce que ces nouvelles bases, c'est le rappel définitif du représentant, de la représentante de la Mini-Juste, eh bien, on va voir dans les prochains jours. Parce que pour ma part, c'est la chose la plus logique. Plus logique. Mais tout, il faut souligner Haïti, Boudé, on rencontre de haut niveau sur Colira. Oui, mais de toute manière, et dans le cadre de ce dialogue, ils se sont mis d'accord pour se rencontrer parce que c'est nécessaire de liquider cette histoire de la responsabilité des Nations Unies dans l'introduction du choléra en Haïti. Sauf que moi, j'étais toujours en faveur du secteur qui milite pour la mise en cause de la responsabilité des Nations Unies. Je ne sais pas si on a le temps de développer, de parler de ça. Mais moi, j'avais proposé une stratégie au cas où le gouvernement haïtien de l'époque, ou le gouvernement haïtien qui serait intéressé à faire valoir la responsabilité des Nations Unies, il y avait une stratégie efficace et à suivre. C'était que pour le gouvernement haïtien de compter sur le vote collectif des États membres de la communauté, en fait, de la CARICOM, et de compter sur le vote collectif des États africains, voire des États latino-américains, de manière à ce que ces États, pris dans l'ensemble, sollicitent l'avis consultatif de la CIJ. L'État haïtien ne peut pas solliciter l'avis de la CIJ, parce qu'un État ne peut pas solliciter la CIJ. Mais un organisme des Nations Unies, tel que l'Assemblée générale, peut solliciter l'avis de la CIJ, demander à la CIJ, est-ce que les Nations Unies sont responsables de ça? C'est la Cour internationale de justice, un autre organisme des Nations Unies. Mais je suis certain que la CIJ allait se prononcer en faveur de cette responsabilité. Et dans de telles circonstances, dans de telles perspectives, le gouvernement haïtien n'a pas besoin de faire rien encore. C'est les Nations Unies qui t'a débourser pour les prendre responsabilité. Mais là, le problème, c'est que lorsqu'on parle de mise en cause de la responsabilité de l'ONU ou même de l'État étranger, cette mise en cause de la responsabilité peut prendre plusieurs formes, n'importe quelle forme. Ce n'est pas parce que les secteurs victimes réclament l'indemnisation que si le gouvernement acceptait
et remettez en cause la responsabilité de l'ONU qu'il va exiger l'indemnisation. Le gouvernement haïtien peut exiger l'indemnisation lorsque le gouvernement haïtien vous accorde sa protection diplomatique. Donc, vous passez derrière votre gouvernement, le gouvernement mène la barre pour vous, mène le combat pour vous. C'est ce qu'on appelle la protection diplomatique qui est différente de l'immunité diplomatique. Mais maintenant, lorsque votre gouvernement vous accorde sa protection diplomatique et accepte de se mettre devant pour mener le combat pour vous, le gouvernement peut avoir d'autres exigences que les exigences des particuliers qu'il représente, des citoyens qu'il représente. Parce que le gouvernement a des intérêts. Et les intérêts du gouvernement peuvent aller au-delà des intérêts de certains particuliers, même lorsqu'il s'agirait de quelques milliers de particuliers. Parce que si le gouvernement estime qu'il a beaucoup plus à gagner que de simple indemnisation, le gouvernement pourrait aller dans ce sens. Si le gouvernement dit, ah, moi-même, j'ai besoin de 10 gros bateaux de fort tonnage, je n'ai pas un avion, je n'ai pas un hélicoptère, j'ai besoin d'une unité d'aviation en échange à la place de cette indemnisation, eh bien, on peut lui fournir ça. Mais comme tout, tu attendais qu'après la réaction du gouvernement, sous le dossier Nations Unies, dit que tu es prêt pour parler de représailles, pour côté des Nations Unies par rapport avec Haïti. Non, les Nations Unies ne peuvent pas prendre représailles. Comme je vous disais que les Nations Unies ne pourraient jamais réagir comme un État l'aurait fait. D'accord? Cependant, évidemment, les Nations Unies ne vont jamais oublier, si les Nations Unies estiment qu'ils étaient dans leur bon droit, les Nations Unies ne vont jamais oublier cet écart du gouvernement haïtien. Parce que si le gouvernement haïtien a des, comme on dit en créole, des andol carofèvres, eh bien, il y a d'autres leviers que les Nations Unies pourraient utiliser à l'avenir. D'où l'intérêt pour le gouvernement haïtien de se faire des alliés, de profiter de la circonstance pour réformer complètement, pour réorienter sa diplomatie. Moi, on insiste un peu sur se faire allier, mais pas n'importe qui est allié. Oui, mais pourquoi? Pourquoi pas n'importe qui est allié? Non, mais quand même, parce que c'est la Chine communiste, qui n'est pas un État démocratique. Qui n'est pas un État démocratique par rapport à Taïwan. Mais vous savez, laissez-moi vous... Je ne sais pas si j'ai encore le temps. On va aller vite. Nous avons notre grand voisin, les États-Unis d'Amérique du Nord. Mais écoutez, en 2005, j'ai représenté le gouvernement haïtien dans le cadre d'une délégation qui devait aller suivre un séminaire au collège à Fushington College à Taïwan, un séminaire sur les relations internationales. On était reçus dans un collège militaire d'officiers supérieurs de l'armée taïwanaise. C'était des militaires et des intellectuels des universitaires taïwanais qui nous présentaient des conférences. Mais vous savez qu'on n'était pas les seuls. Il y avait les délégations de tous les pays africains et de la région également qui reconnaissent Taïwan à la place de la Chine. Mais vous savez que tous les conférenciers insistent sur un fait. Ils ne sont pas prêts à se diviser avec la Chine communiste. Ah oui, à un point tel qu'après chaque conférence, on se réunissait en délégation étrangère pour discuter de ça, pour dire, mais écoutez, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il y avait la délégation sénégalaise qui était menée par un colonel à l'époque, un colonel responsable de service d'intelligence du Sénégal. Arrivé chez eux, comme d'habitude, chaque délégation a fait un rapport à son gouvernement, ce que moi j'ai fait aussi. Et dans mon rapport, j'ai insisté sur cette situation, sur l'état d'esprit des Taïwanais, des autorités politiques taïwanaises, pour recommander carrément un changement d'orientation de la part du gouvernement haïtien. Ce que le Sénégal a fait. Vous savez, quelques mois après, le Sénégal a modifié ses relations avec Taïwan, a préféré suspendre ses relations diplomatiques avec Taïwan en faveur de la Chine communiste. Maintenant, Haïti va attendre le moment où finalement la Chine où les États-Unis acceptent de négocier Taïwan avec la Chine et que la Chine s'empare de Taïwan pour établir ses relations avec la Chine. Qu'est-ce que Haïti pourra obtenir de la Chine après? Si Haïti doit attendre à ce que tous les pays progressivement, les 6 ou 7 pays encore qui développent des relations avec Taïwan, progressivement suspendre leur relation avec Taïwan. Oui, c'est le bon moment, je veux dire. Mais c'est le bon moment. Il faut profiter pendant qu'on a encore de quoi, quelque chose à offrir à la Chine. Pour finir, mais ça m'arrive tout le temps. Le gouvernement haïtien a filmé tête pendant les dernières années par rapport au dossier comme ça. Voilà pourquoi que je ne veux pas me situer dans un camp ou dans un autre, parce que moi j'apprécie la réaction du gouvernement haïtien par rapport à ça.
Prochaine étape, c'est que ça vous est? Eh bien, prochaine étape, c'est encore dialogue avec les responsables onusiens. Prochaine étape, c'est encore la réforme de la diplomatie haïtienne, mais de manière structurelle. Pas de manière esthétique, mais de manière structurelle. Ça, les esthétiques là. Ah, esthétique, c'est là que vous changez quelques noms dans la diplomatie, alors qu'il y a beaucoup de choses à changer pour faire en sorte que la diplomatie haïtienne soit efficace. Ça fait longtemps qu'on parle de réforme, non, là. Mais réforme d'un printemps. Ah oui, moi j'ai même proposé une stratégie de réforme déjà au ministre des Affaires étrangères. Qui passait par qui ça rapidement? Et qui passait d'abord par une réforme institutionnelle, organisationnelle, parce que nous avons des services au niveau de la chancellerie qui sont organisés en termes thématiques, direction consulaire, direction économique, direction des affaires politiques, alors que dans toutes les autres chancelleries, ces services, la chancellerie est organisée en termes de direction régionale. On doit avoir une direction des affaires haïtiano-dominicaines, ce qui n'existe pas, alors que la République dominicaine, c'est le deuxième pôle d'immigration haïtienne. C'est que même la Caillou. Ce que même la Caillou. Donc, il y a toujours développé des expertises qui maîtrisent les dossiers mieux que nous. Donc, chaque fois qu'il y a une négociation entre nous-mêmes et eux-mêmes, il y a toujours une ascendance sur nous, parce qu'ils sont plus techniques que nous-mêmes. D'accord? Et puis, nos diplomates haïtiens, la majorité sont des diplomates qui ont reçu une formation de généraliste. Il nous faut des diplomates spécialistes. Parce que nous sommes dans une époque de diplomatie de crise. Donc il nous faut des diplomates formés spécialement au règlement de conflits, à la diplomatie préventive, d'accord, aux techniques de négociation diplomatique, un cours que je donne à l'université. Donc il nous faut former nos diplomates de manière à ce que ces diplomates deviennent des diplomates spécialistes plutôt que des diplomates généralistes. Bon, un gros chantier qui sur réforme ça. Nous peut-être souhaiter une prochaine fois, n'a pas les bons. Alors, il y a l'âge de lire, n'a pas le contenu qu'il faut pour que, bon, c'est pas peut-être en consultation à l'autorité gouvernementale pour que finalement, la diplomatie noire, il tourne ça le doué. Merci à vous, professeur Bouya, parce que vous êtes disponible pour nos matins. Merci, TNH. Voilà, notre invité ce matin, spécialiste en droit international, professeur James Bouya, pour mise au point ça, merci tout le monde. Tout avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée et surtout bonne semaine avec TNH. À bientôt.